Au commencement, il y eut le mal. Ce matin-là, à Jérusalem, le grec Phidias, le marchand le plus riche de la Palestine, est soucieux. Non seulement son principal concurrent commence à empiéter sur son territoire, mais l'arrestation d'un rabbin galiléen et son procès devant Ponce Pilate risquent de provoquer des troubles, ce qui est mauvais pour le commerce. Patricio Fiorilli, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors, avant de débuter, je suis d'abord très heureux, je vais vous le dire, de vous faire découvrir, parce que vous êtes un auteur aux multiples facettes, on peut le dire comme ça, et surtout, vous avez commencé, et vous êtes surtout journaliste de formation. Alors, à votre actif, des collaborations, et vraiment de belles collaborations, avec notamment la BBC. C'est quelque chose, ce métier de journaliste, qui a dû vous aider pour écrire, non ? Alors d'abord, moi j'ai toujours écrit. J'étais gamin, j'écrivais déjà, mais la BBC a rajouté en fait une dimension à l'écriture, parce que c'est la plus belle école de journalisme. Le journalisme, c'est de chercher, c'est d'essayer à comprendre, voir là où il y a des failles, et imaginer les intentions des autres parfois. Et donc oui, ça peut aider beaucoup. Alors il y a aussi une notion importante, c'est que ça vous a donné le goût de l'histoire. Alors l'histoire, le goût d'histoire, je l'ai toujours eu. J'avais 12-13 ans, je lisais déjà des bouquins sur la mythologie. Par contre, ce que la BBC, le journalisme m'ont appris, c'est la critique historique finalement. Quand quelqu'un vous parle, quand vous lisez les mémoires de quelqu'un, la biographie ou l'autobiographie, c'est de se dire, ok, là on risque peut-être d'essayer de me rouler. Cherchons s'il y a des failles dans le raisonnement. Et effectivement, dans l'histoire, surtout l'histoire antique, il y a quand même beaucoup d'événements très connus où on n'est pas tout à fait sûr de comment les choses se sont passées. Alors, comment s'est passé vos débuts dans l'écriture ? Comment vous vous êtes lancé ? De la façon la plus naïve qui soit, puisque j'ai plus 20 ans, ça a commencé avant Internet, où j'écrivais des manuscrits de romans que je mettais dans la poste, dans une enveloppe, j'emmenais ça à la poste, et puis comme je n'avais pas Google à l'époque, je connaissais que les grandes maisons d'édition françaises et pendant des années, chaque fois que j'envoyais un manuscrit, je recevais une réponse qui me disait « Patricio, c'est gentil, mais non ». Alors justement, le premier roman que vous écrivez, c'est La mort des Gaules. C'est un univers déjà particulier qui nous fait plonger dans l'histoire. Ça se passe en Irlande ? Alors non, le livre commence en Irlande aujourd'hui parce qu'on a découvert un squelette. Il y a un manuscrit. Et il y a le manuscrit qui remonte à 2000 ans. Et en gros, c'est une allégorie de l'Union européenne d'aujourd'hui. Toutes ces tribus gauloises-là qui se disputaient, qui se chamaillaient entre elles alors qu'il y avait une menace extérieure. Alors justement, dans vos différents bouquins, j'en ai d'ailleurs 3 ici avec moi. On va commencer avec celui-ci qui est bien évidemment, j'en ai parlé au commencement, Il y eut le mal. Je dois vous avouer que j'ai trouvé par exemple que la couverture était splendide, on peut le dire. Vous pouvez nous l'expliquer en deux, trois mots ? Alors, moi, je n'ai aucun crédit à prendre là-dessus. C'est d'abord mon éditeur, Frédéric Deville, d'abord qui a cru en ce bouquin et qui travaille avec un graphiste très connu, Lou Stahl, qui, pour cette collection au noir, crée des illustrations pour chaque roman. Alors, on a un peu discuté sur l'ambiance qu'il fallait. Ce n'est pas tellement le thème qu'il faut illustrer, c'est plutôt l'ambiance. Et après 2 ou 3 papotes, comme ça, entre nous, on s'est dit, là c'est vraiment l'esprit du livre. Alors, vous nous faites replonger dans l'histoire, notamment la crucifixion. On en est là, mais ce qui est marrant, moi je trouve ça marrant, c'est que dans la couverture, on se plonge dans cette époque, mais par ailleurs, il y a un roman noir, et vous étiez dans la même couverture, donc finaliste du prix Polar à la Foire du Livre. Donc, c'est dire qu'il y a malgré tout du passé dans l'histoire, mais surtout le roman noir pour un fait historique et une réécriture du fait historique, c'est quelque chose de paradoxal. Oui, enfin, c'est pas la première fois. Il y a eu Le nom de la rose de Umberto Eco qui fait déjà ça. Disons qu'a priori, j'ai jamais considéré que c'était un polar. J'aimais bien l'idée d'essayer de montrer aux gens que l'esprit humain n'a pas changé en 2000 ans et que les comportements sont les mêmes. Et puis c'est vrai que j'avais beaucoup lu sur la vie du Christ, en tant que journaliste surtout, cet esprit curieux pour apprendre, et que comme finalement on nous explique pas toujours tout dans les évangiles, on nous dit voilà ce qui s'est passé sans preuve ni rien du tout, l'idée de me dire on pourrait très bien imaginer un scénario alternatif qui tienne la route, j'aimais bien.
Vous évoquez notamment Phidias qui a 33 ans, ça ne doit pas être innocent. Il y a également Judas dont vous réécrivez peut-être la fin tragique. Oui, alors on va C'est pas, résumé, évidemment, hein. oui, on Oui, va oui. pas non plus trop dévoiler, mais je suis parti du principe, comme d'ailleurs pour la mort des Gaules avec Vercingétorix et César, que quand on lit des livres d'histoire sur la période, les historiens qui sont des experts, moi je suis ni historien ni expert, très souvent c'est des théories. On pense qu'on pourrait imaginer que probablement c'est ce qui s'est passé. Et donc, dès qu'il y a des pièces manquantes dans le puzzle, on s'engouffre dans la fiction. On se dit, moi, je peux très bien imaginer de redessiner ces pièces manquantes à ma façon. Alors, je me suis lancé dans la lecture. Au début, on se demande un peu où on arrive quand on est... c'est vrai, on ne connaît pas grand-chose. Hein, et puis, on s'accroche. Mais ce qui est paradoxal, je me posais la question de savoir comment l'auteur fait-il pour se plonger dans une histoire qui remonte à la nuit des temps. C'est beaucoup d'études, vous vous enfermez pour écrire, c'est vraiment une grande recherche historique, une critique historique telle que vous venez de le dire. Alors, il faut que vous sachiez que je suis très paresseux. Et donc, j'ai un respect énorme pour les auteurs qui partent d'une idée de dire, tiens, je vais écrire un récit qui se passe en Espagne durant les guerres napoléoniennes et qui ne savent rien. Eux, ils doivent faire un boulot de malade. Moi, je fais la démarche inverse. Je lis pendant des années sur des sujets qui m'intéressent et ce n'est que petit à petit, à force de lecture, qu'une histoire alternative se dessine dans mon esprit. Donc, il y a déjà beaucoup de boulot qui a été fait en amont. Ensuite, il y a les règles de base quand on écrit un roman, c'est jamais l'histoire qui compte, c'est les sensations. Il faut que le lecteur, la lectrice puisse sentir les parfums de la rue, les odeurs de transpiration, qu'on puisse voir et entendre les bruits. Et puis alors là, on essaye de le faire. Est-ce qu'on y arrive? On n'en est jamais sûr. À travers votre écriture, ce que vous cherchez, c'est également une réaction de la part du lecteur, une interrogation, une réflexion. C'est-à-dire que je pense qu'il faut éviter que les lecteurs, dès le début, soient en train de ronronner et qu'ils se disent « oui, mais je pensais bien que ça allait se passer comme ça ». Donc c'est une bataille à chaque page pour forcer les lecteurs à se dire « je vais continuer parce que je voudrais savoir ce qui se passe ». Et puis ce sont des petits trucs littéraires à ce moment-là, surtout mettre l'accent sur les personnages. On dit toujours qu'à choisir entre un bon scénario et des personnages moyens, ou des bons personnages avec un scénario moyen, il vaut mieux la deuxième option. C'est les personnages qui font la beauté du roman, c'est jamais l'histoire. Alors quand on voit votre actualité, hein, on sait que ces différents bouquins sont sortis il y a un moment, je vais en montrer. Il y a notamment ce que fait le Crépuscule ici, qui est un recueil de différentes nouvelles. Ce qui m'a frappé également, c'est qu'il y ait beaucoup question d'émotion. Vous le disiez il y a un instant, on parle beaucoup d'émotion, de réflexion. On interroge quelque part même le lecteur. Hein. Oui, alors la difficulté d'un recueil de nouvelles, c'est de trouver un fil rouge pour pas que le lecteur se perde en fait sur le thème. Le premier recueil de nouvelles que j'ai publié, qui s'appelait « Où commence la réalité », le fil rouge était très l'imaginaire, le féerique. Là, on s'évadait de la réalité pour imaginer, comme les petits fonds, et on disait que j'étais. Et puis alors là, une petite histoire, c'est que c'est mon éditeur qui m'avait appelé presque en panique en disant « il me faut un recueil de nouvelles ». Là, j'ai choisi un autre fil rouge qui est en fait le monde d'aujourd'hui, les questionnements du quotidien sur plein de choses en fait, sur l'amour, sur le couple, sur le boulot. Donc c'est vraiment, pour chaque bouquin, il y a des thèmes différents pour moi. Alors on le voit, il y a une réussite maintenant, il y a des livres qui sortent, mais le parcours a été aussi celui d'un combattant, ça n'a pas été facile tous les jours. Vous avez dit vous-même, vous avez été frappé à des portes et on ne m'a pas toujours ouvert les portes pour que je puisse éditer. Ah oui, mais carrément, là, pendant minimum 20 ans, moi j'écrivais, personne ne voulait jamais rien. C'est d'ailleurs peut-être pas mal aussi de le dire, justement, pour ceux à qui ça arrive, il ne faut pas se décourager. C'est en fait comme quand on achète des billets du loto, hein, on ne s'attend pas à avoir le gros lot tout de suite, donc il faut persévérer. Et l'idée pour moi, c'était, j'avais envie d'écrire, c'est ma passion, c'est un plaisir d'écrire, c'est un plaisir de terminer un manuscrit. Je l'ai envoyé à des maisons d'édition un peu à l'aveuglette. C'était pas très intelligent de ma part, déjà, mais bon. Et puis s'il n'y avait rien qui revenait, perte et profit, j'ai une autre idée, je me lance dans un autre roman, et puis un jour, voilà, ça a marché. Alors aujourd'hui, vous vous qualifiez plutôt comme un auteur de nouvelles ou plutôt un romancier. Vers quoi vous allez vous... Éclectique.
J'écris des paroles de chansons dont personne ne veut, parfois quelques poèmes. J'aime beaucoup la nouvelle. Je me suis lancé dans le micro-roman avec un écho de jasmin. Je vais montrer d'ailleurs la couverture, si vous le voulez bien, qui est d'une nouvelle fois magnifique. Hein. Oui, là de nouveau. Merci Frédéric Deville, l'éditeur. Oui, il fallait aussi trouver, comme toujours, ce visuel qui doit faire passer une émotion. C'est pas tellement le thème, en fait, qui est assez... Vous avez toute l'émotion du livre, je crois, dans cette image, dans cette photo. Et puis c'est une ode au voyage aussi. Hein. Oui, alors un écho de jasmin, alors là, c'est aussi, il y a toute une histoire derrière. J'étais déjà sur 3 bouquins en même temps, en plus du boulot, de la famille, de tout. Et puis un jour, Frédéric Deville, j'appelle toujours mon éditeur tortionnaire préféré, m'a appelé en me disant « Écoute, je lance une collection de micro-romans. Pour ceux qui n'ont pas envie toujours de lire 300, 500 pages, un petit truc qui se lit en 50 minutes, tu peux m'en passer un. » Et je lui avais dit bah, « Attends, là, je suis déjà sur 3 bouquins quoi, en même temps. » Et j'avais écrit une nouvelle à l'époque qui faisait 3-4 pages. Oui, c'était l'idée de magiciens aujourd'hui, mais qui ont des dons ridicules, qui ne servent à rien. Alors vous avez trouvé refuge en Brabant Wallon, à Rixensart, c'est pour ça qu'on est très fiers de vous présenter. Allez, dites-nous, vous avez encore des projets pour les prochains mois, les prochaines années? Malheureusement, oui. C'est dommage pour les lecteurs. Alors, j'ai terminé un conte pour enfants. Le texte est fini. Maintenant, je travaille avec un illustrateur, Quentin Cobia, parce que pour les contes pour enfants, il faut que les illustrations, c'est de la chirurgie. Il faut vraiment, vraiment beaucoup plus de travail que pour une couverture de livre. Je travaille sur un micro-roman qui est une dystopie dans les années 30. Et puis alors, il y a ce qui, je pense, va être le plus chouette livre que j'aurais eu à écrire. C'est un roman historique sur Versailles, la Révolution française sur fond de réseaux sociaux, avec TikTok, Instagram, Facebook, mais aussi en parallèle une histoire d'amour unique, éternelle, la plus belle histoire d'un amour, authentique d'ailleurs, hein, merveilleux. Eh bien, on attend ces sorties avec beaucoup d'impatience. Un petit mot avant, c'est une tradition. Quel est le bouquin qui vous a marqué ou un bouquin que vous voulez mettre en avant de nous quitter? Elle est vache, hein, cette question, parce qu'on a envie d'en mettre 20. Si je dois en choisir un, je choisirais Confiteor de l'auteur espagnol, catalan, Jaume Cabré. Très difficile à lire, mais un plaisir énorme parce que lui, il a innové. C'est le seul auteur que j'ai rencontré ou que j'ai lu ces 20-30 dernières années où je me dis, le mec, il a inventé une nouvelle façon d'écrire et c'est exceptionnel. Patricio Fiorilli, eh bien, ça a été un vrai bonheur en tout cas et pas difficile que de vous accueillir parce que vous avez un réel talent. On a été très fiers de vous accueillir. Merci beaucoup en tout cas pour votre visite et puis merci à vous d'avoir été les témoins de cette émission. On se retrouve très bientôt. Au revoir.